Merci d'être avec nous pour la suite de cette journée d'échange, d'inspiration sur les démarches de participation dans le champ du grand âge et du handicap. Nous allons aller à la rencontre de 10 nouveaux projets cet après-midi avec vous, avec les porteurs, avec les experts qui sont là. Vous aurez encore bien évidemment la possibilité tout au long de l'après-midi de poser vos questions via l'espace chat qui est sur votre écran, et les différents porteurs de projets, après leur présence sur ce plateau, iront répondre à vos questions et les partager sur le chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques et dialoguer avec eux en parallèle de ce qui va se dire sur ce plateau. Nous allons tout de suite enchaîner avec la troisième séquence, les projets d'établissement, de services et personnalisés. Rien pour nous sans nous. Alors on se retrouve donc pour ce troisième temps, cette troisième séquence avec ce qui est probablement un défi, ce qui est certainement aussi un horizon pour les démarches de participation, la co-construction avec les personnes concernées, avec leur expertise à l'échelle des projets personnalisés, à l'échelle des services, à l'échelle de la gouvernance et des stratégies d'établissement aussi. Comment faire dialoguer ces savoirs, comment construire cette co-construction. On va le voir tout au long de cette première séquence avec les projets qui vont nous accompagner, avec aussi l'experte qui est avec nous, et je l'en remercie chaleureusement. Bonjour Angélique Rallet d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social de la HAS. La HAS, on le sait, se mobilise beaucoup, se mobilise, je dirais, de plus en plus justement dans l'accompagnement de ces démarches de co-construction. On a parlé ce matin d'ailleurs depuis 2023 de la mise en place de l'accompagné traceur qui vient enrichir et nourrir l'évaluation des établissements dans le médico-social. Il y a évidemment aussi un collège de représentants qui est présent au sein de la HAS et très présent dans les réflexions et dans les décisions que vous preniez et les avis. Mais je voudrais commencer peut-être en vous interrogeant de manière plus large, parce qu'à la HAS, vous avez sur le médico-social, le monde du grand âge et le monde du handicap, un regard assez panoramique. Comment est-ce que vous voyez évoluer ces dynamiques de participation? Dans quelle mesure est-ce qu'elles concernent de plus en plus ces enjeux d'organisation, ces enjeux de gouvernance? Je dirais avec quels élans et je dirais aussi avec quelles limites? Oui, effectivement, vous citiez le nouveau dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc, à travers cette fenêtre-là, on a une première remontée des résultats de ces évaluations. Et ce qu'on constate, c'est que la quasi-totalité des structures qui doivent mettre en place un conseil de la vie sociale, un CVS, l'ont fait. Ou alors, quand le CVS n'est pas mis en place, il y a une autre forme de participation qui est organisée. Donc, on peut dire qu'il y a une dynamique de la participation à l'œuvre, mais cette dynamique, je modère tout de suite mon propos, cette dynamique de la participation, elle est encore très perfectible. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça dépend beaucoup de la façon dont la gouvernance des établissements et des services porte ces questions de participation. Ça dépend de la façon dont ils légitiment aussi les membres de ces instances dans leurs fonctions. Ça dépend de la façon dont ils leur donnent les moyens de se former, de rencontrer les autres personnes qui sont accueillies dans leur structure. Ça dépend si ils peuvent préparer les réunions, participer aux ordres du jour, s'ils peuvent aussi se prononcer en amont des projets et pas juste donner leur avis une fois que le projet est bien ficelé. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a encore un certain nombre de bonnes pratiques qui doivent être diffusées. Alors, vous accompagnez cette montée en compétences, si je puis dire, sur la co-construction. Je le disais, avec les accompagnés traceurs depuis 2023. Mais je voudrais qu'on mette l'accent peut-être sur un autre projet, un autre dispositif plus récent, qui est un recueil pluriannuel de la parole et des expériences des personnes concernées. L'idée que vous portez, c'est un peu de renouveler ce qu'on appelle le questionnaire de satisfaction, en lui donnant plus d'ampleur et un format surtout plus participatif. Quel est l'enjeu de ce modèle et le modèle de déploiement de ce recueil? Alors effectivement, on a lancé ce programme pluriannuel assez récemment à la Haute Autorité de Santé. Donc on sait qu'il y a dans les textes l'obligation, notamment pour les EHPAD, de recueillir la satisfaction une fois par an auprès des personnes qui les accompagnent. Mais en fait,
L'enjeu de ce programme, c'est d'aller plus loin, de franchir une marche supplémentaire dans l'implication des personnes dans leur accompagnement. Et en fait, c'est de passer justement de ce concept de satisfaction au concept d'expérience, qui n'a rien à voir. On sait bien que souvent, quand on parle recueil de la satisfaction, on pense à l'enquête. Donc l'enquête bien formatée, hein, avec les petites cases à cocher, oui, non. Alors c'est vrai que c'est satisfaisant dans un sens... Bon, pour les gestionnaires, c'est une solution qui est assez formatée. On peut réutiliser le questionnaire d'une année sur l'autre. C'est rapide à remplir, mais en fait, ça a beaucoup moins de sens, évidemment, pour les personnes accompagnées et même pour les professionnels qui sont à leur côté. Pour illustrer mon propos, on peut prendre l'exemple, par exemple, des repas. Dans un questionnaire de satisfaction, vous allez avoir la question est-ce que les repas sont satisfaisants? Voilà, donc c'est oui, non. Quelquefois, on a dans le meilleur des cas une petite partie où on peut mettre si vous avez répondu non, pourquoi? Ça, c'est la satisfaction. Dans un recueil d'expérience, il y a une personne qui va aller recueillir le point de vue de la personne vraiment. Et donc, il va dire, maintenant, on va parler des repas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la façon dont ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous mangez? Est-ce que vous avez vos plats préférés? Ah non, ce serait quoi vos plats préférés? Est-ce que vous mangez suffisamment? Est-ce qu'on vous propose du supplément? Est-ce que les horaires de repas sont adaptés? Est-ce que vous pouvez manger dans votre chambre? Est-ce qu'on vous le propose? Quand? Comment? Voilà, c'est ça la différence entre la simple satisfaction et le recueil de l'expérience. Donc en fait, on a lancé ce programme qui va rayonner sur la totalité des services et établissements sociaux et médico-sociaux, puisqu'il y a des problématiques différentes. Donc d'abord, on a un groupe de travail à visée scientifique qui va produire là, à la fin de cette année ou début 2025, un document pour replacer les concepts et les enjeux du recueil de l'expérience. Et puis ensuite, il y a un groupe de travail à visée pratique, cette fois-ci, avec des professionnels et des personnes concernées qui vont produire des outils, voilà, vraiment des outils concrets. Et le premier thème qu'on a choisi, c'est comment on recueille l'expérience des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Et donc ensuite, quand ces outils seront diffusés et installés, on mettra en place une communauté de pratique pour essaimer les bonnes pratiques. Oui, parce que l'un des propos de cette mesure-là, qui fait écho à notre séquence de la fin de matinée, c'est aussi d'aller au-devant des publics qui sont les plus empêchés à ce type de recueil de parole. Donc vous voulez vraiment être le plus inclusif dans cette démarche-là. Alors recueillir la parole, c'est une chose. Co-construire avec, c'en est une autre. Et le dispositif essaie d'adresser ces deux niveaux-là, puisque vous essayez aussi à travers ce dispositif d'aider les CVS à mettre en place, mettre en œuvre un certain nombre d'actions à partir de ce qui sortira justement de ce recueil, des besoins, des attentes. Comment vous comptez faire cela et est-ce que ce type d'initiative peut justement permettre de donner une dimension supplémentaire à ces dynamiques de co-construction? Oui, vous avez tout à fait raison. Recueillir la parole, c'est une chose, mais ça ne peut pas suffire. Ça ne s'arrête pas là. Ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a recueilli le point de vue, l'expérience, c'est ce qu'on va en faire. Parce que si rien n'est modifié après ce recueil du point de vue des personnes, évidemment, les personnes ne coopéreront plus à ce type de démarches qui sont pourtant essentielles. Vous parliez d'autodétermination. Effectivement, l'autodétermination, c'est la capacité à agir sur sa propre vie, à faire ses choix. Et dans ces structures-là, une partie de l'autodétermination passe par l'intermédiaire des professionnels. Donc c'est vraiment une alliance qui doit se créer, une co-construction. Donc après le recueil du point de vue, il faut un plan d'action. Mais des choses très concrètes, en fait, c'est un peu l'adage « qui trop embrasse mal étreint ». Il ne faut pas que les établissements, les structures pensent qu'il faut recueillir le point de vue sur tout ce qui concerne la vie de l'établissement. Il faut pouvoir se dire, cette année, on investigue sur les repas, pour reprendre mon exemple. L'an prochain, on investiguera sur la phase de l'admission et de l'intégration dans l'établissement, comment ça se passe pour les personnes. Il faut vraiment choisir des thématiques précises et ensuite, une fois qu'on a fait ce recueil, donner les résultats évidemment au CVS et travailler avec le CVS sur les plans d'action, mais vraiment encore une fois sur des petites choses concrètes, des petites ou des grandes choses, mais en tout cas objectivables et mesurables et suivre en fait ce qui a été modifié.
Donc avec là aussi peut-être des communautés de pratique, des méthodologies qui permettront de prioriser certaines actions. Exactement. Et du coup derrière de les conduire à échelle des structures, des organisations. Vous restez avec nous pour réagir aux différents projets qui vont être présentés. On va tout de suite débuter avec le premier de ces projets, un projet qui nous emmène en région parisienne avec vous, François Parmentier qui est avec nous, merci, et Stéphane Pontier qui est avec nous aussi, merci d'être là tous les deux. Vous pouvez évidemment continuer à poser vos questions via le chat. Alors, ce projet nous emmène donc dans le Val d'Oise. Vous dirigez, François Parmentier, le SAVS SAMSA APF France Handicap. Stéphane, vous êtes depuis 4 ans au sein du SAMSA, membre très actif du comité de pilotage de Ça me concerne. Ça me concerne, c'est le projet dont on va parler. C'est aussi le nouveau nom d'ailleurs de la structure, tellement le projet a bien marché que vous avez baptisé la structure à partir du nom du projet, c'est dire. Alors votre service, il a été créé en 2007, il accompagne 60 adultes dans le département et la participation, vous l'avez engagée assez tôt, puisque dès 2009, vous avez décidé de créer un CVS et dans des structures comme les SAMSA, qui sont des structures un peu éclatées, les CVS, ce n'est pas toujours l'usage. Vous avez continué avec différentes dynamiques de consultation, de participation, des formations aussi plus récemment à l'autodétermination. Donc il y a vraiment toute une matrice qui s'est mise en place. Des initiatives nombreuses, pas forcément suffisantes ou totalement concluantes, puisque vous avez décidé de répondre à un appel à projet de la CNSA, porter ce projet dont on va parler. À quelles difficultés et quelles limites, je dirais, vous y étiez confrontés dans ces démarches de participation que vous aviez engagées ? Oui, en fait, c'est vrai que cette culture de la participation, on l'a depuis longtemps, mais effectivement, pendant longtemps, on était sur ce recueil de la parole dont on a parlé à l'instant, sur ce recueil des attentes avec des outils qui étaient faits pour ça, mais on constatait toujours quand même un décalage à 2 niveaux, en fait. Un décalage à la fois dans la représentation des uns vis-à-vis des autres, c'est-à-dire professionnels, personnes accompagnées, sachants, non sachants, aidants, aidés, dans quelque chose effectivement en miroir en fait, c'est-à-dire que en tant que professionnel, le sachant est perçu aussi comme tel par la personne accompagnée et réciproquement. Et donc on s'est aperçu qu'il fallait qu'on réduise ce décalage-là et décalage de vocabulaire qui va avec aussi, c'est-à-dire qu'on a notre jargon de professionnel, on s'apercevait que dans les projets d'accompagnement on utilisait notre vocabulaire et que quelquefois il était totalement en décalage là aussi avec les mots employés par les personnes elles-mêmes. Et donc du coup on s'est dit en fait, quand l'appel à projet de la CNSA est sorti, on s'est dit il y a vraiment un travail à faire, on commençait tout juste à se former à l'autodétermination à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on découvre cette richesse. Aujourd'hui, maintenant, on peut parler de richesse de l'autodétermination, mais ce qu'on entrevoyait à ce moment-là, de quelque chose de totalement, qui change totalement les pratiques. Et puis, ça a commencé aussi par diversifier et améliorer nos outils de communication pour justement mieux se comprendre entre personnes accompagnées et professionnels. Et avec l'idée de créer un vrai dispositif de co-construction de votre projet de structure, ensemble, tous ensemble vraiment. Je vous laisse nous le présenter, puis on en parle après. D'accord. Alors on a donc ce projet qui s'intitulait au départ « Pouvoir d'agir, pouvoir choisir » en référence au projet associatif de l'association APF France Handicap, qui est l'association gestionnaire de notre service. Une boîte à outils au service de l'autodétermination. Donc c'est un projet que le comité de pilotage que nous avons mis en place a commencé par renommer en projet « Ça me concerne ». C'était plus court, c'était plus simple, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et donc, la première étape, effectivement, ça a été de constituer ce comité de pilotage paritaire et souverain, c'est-à-dire de composer à part égale de personnes accompagnées et aidants et de professionnels. C'était important. Et souverain, c'était important aussi de lui donner un véritable pouvoir de décision tout au long du projet. On avait au départ, en tant qu'équipe de direction, une intuition autour de cette question de la participation des personnes, en se disant probablement les personnes vont peut-être avoir envie d'avoir une place dans le processus d'admission ou le processus de recrutement des professionnels, on en a parlé ce matin. Mais en même temps, on se disait, ça c'est notre idée de direction, peut-être que ce n'est pas là-dessus que les personnes accompagnées vont avoir envie d'aller, en tout cas dans un premier temps. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Quand le projet a démarré, les personnes accompagnées, alors accompagnées par là aussi, on en a parlé ce matin, une équipe de design, enfin voilà, mais les personnes accompagnées ont d'abord voulu travailler sur justement les outils de l'accompagnement,
les outils de communication, le projet d'accompagnement personnalisé, le vocabulaire utilisé. Et on a commencé par travailler sur un vocabulaire commun. C'était sans doute la première étape et c'était important de l'entrevoir comme ça. En fait, nous avons mis en place des ateliers participatifs avec l'aide d'un cabinet de facilitation de l'intelligence collective, ce qui nous a permis de nous mettre au niveau de différents interlocuteurs. Voilà. On s'aperçoit qu'avec ce travail, que rester simple peut être extrêmement compliqué. C'est une petite... Nous avons aussi commencé à co-construire de nouveaux outils d'accompagnement, comme le projet personnalisé et personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut même y mettre des photos de vacances dedans. La personne choisit ce qui est important pour elle, en fait, dans le projet d'accompagnement. Autre exemple, on a créé aussi les rencontres du lundi. Une fois par mois, le lundi, donc, les personnes se rendent au service, en fait, ce qui nous apporte aux personnes de la convivialité, un bon moment à partager ensemble, et nous décidons aussi du thème à aborder ou des projets à réaliser, comme la sortie bowling ou la sortie 4x4 tout-terrain. Ah oui, carrément. Et alors, au cours de la deuxième année de notre expérimentation, on a appliqué en fait la même méthodologie que celle qu'on venait de travailler ensemble sur la première année pour réécrire ensemble notre projet de service, parce que c'était la période où il fallait effectivement qu'on revoie notre projet de service. Et on a voulu que ce document, au-delà du projet classique, vous savez, le document de 50, 60, 80, 100 pages des fois, qu'on écrit tous les 5 ans et puis qu'on met dans un tiroir, que personne ne lit, en entier en tout cas, ou qu'on lit une fois et puis après qu'on oublie, eh bien on a voulu, grâce aussi au soutien de l'équipe de design, le rendre beaucoup plus vivant. Et on a créé une infographie avec les personnes accompagnées, voilà ce que vous voyez un peu à l'écran, mais c'est un peu petit pour le voir en détail, mais avec une version imagée, avec des symboles et une légende qui fait sens pour tous et qui est affichée dans les couloirs du service et qui effectivement a vocation à être une vraie dynamique sur les 5 ans à venir. Alors, on a envie de vous partager un petit peu plus qu'une boîte à outils finalement, parce qu'on s'est aperçu au cours du projet que les outils, il fallait que ça se construise au sein de chaque structure. Il n'y a pas une recette, enfin il y a une recette un peu, puisque je vais vous la présenter, mais il n'y a pas une boîte à outils qui serait transférable comme ça. C'est-à-dire notre projet d'accompagnement personnalisé, il a été co-construit avec les personnes et les professionnels dans l'histoire de notre structure, et dans un autre établissement ou un autre service, il faut que ce soit un autre projet qui se construise. Et donc on a plutôt envie de vous partager la recette d'une démarche. Alors, voilà, on estime cette recette à une difficulté moyenne, mais en fait, il y a surtout, en termes de préalable, besoin d'un collectif. En fait, ce collectif, c'est la constitution voilà, d'un comité de pilotage avec des personnes accompagnées, des aidants, des professionnels. Ça nous paraît essentiel. Et le deuxième ustensile qui nous paraît indispensable, et on l'a évoqué aussi, je pense, pas mal ce matin, c'est une équipe de direction qui soit engagée et porteuse du projet, qui accompagne toutes les parties prenantes. Si l'équipe de direction n'est pas pleinement engagée et investie et voilà, et partie prenante, ça ne peut pas fonctionner. Alors après, on a des ingrédients, comme dans toute bonne recette, hein, mais voilà, on vous donne nos ingrédients à nous. Après, vous savez que dans toute bonne recette, on peut rajouter ses propres ingrédients, sa petite touche personnelle. On fait sa variante. Voilà, exactement. Et donc, premier ingrédient pour nous, ça a été la formation, je l'ai évoqué, on l'a évoqué tout à l'heure, de toutes les parties prenantes à l'autodétermination. On a vécu à un moment donné, au-delà de la formation des professionnels un peu classique qu'on peut avoir, on a vécu un moment d'expérience apprenante, associant personnes accompagnées et professionnels au sein d'un même espace, à la découverte de l'autodétermination où nous étions tous à égalité. C'est-à-dire, il n'y avait plus le directeur, la personne accompagnée, il y avait François, Stéphane, on se tutoyait dans cet espace-là et on allait à la découverte ensemble de qu'est-ce que ça pouvait nous apporter dans nos relations, l'autodétermination. Stéphane, deuxième ingrédient. Oui, j'ai parlé tout à l'heure
il est important d'apprendre à utiliser les outils de facilitation de l'intelligence collective, comme l'utilisation sur un tableau blanc de post-it collés. En fait, on colle les idées du groupe et des temps de réunion pas trop longs aussi, parce que avec la fatigabilité, des questions simples et concrètes, parce que des fois l'abstrait c'est un peu dur. Beaucoup d'images, des jeux et des jeux. Troisième ingrédient de notre recette, adopter un management coopératif. En fait, on ne peut pas demander aux professionnels de soutenir l'autodétermination des personnes qu'ils accompagnent si eux-mêmes n'ont aucune marge de manœuvre, aucun pouvoir d'agir dans leur façon de travailler. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a découvert et qu'on continue à découvrir au quotidien. C'est valable d'ailleurs à tous les niveaux de responsabilité. Si moi, en tant que directeur, je n'ai pas un peu de pouvoir d'agir, un peu de marge de manœuvre par rapport à mes autorités de référence, je ne peux pas non plus être facilement dans cette mise en œuvre d'un management coopératif. Il y en a un qui le dit très bien, c'est Denis Pifteau, dans son rapport d'ailleurs. Voilà. Quatrième ingrédient. L'essaimage, on continue du projet, en ascension de toutes les parties prenantes. Essaimer, c'est émettre, produire, répondre, disperser, dissimuler, multiplier. Témoigner de ce que nous vivons et de ce que cela nous apporte. Comme un essaim d'abeilles, en fait, qui pollinisent toutes les fleurs, parce que je peux vous le dire, ce projet, c'est du nectar. Et s'aimer, ça fait partie du projet. Ça nous fait avancer à travers les échanges que cela suscite. Malgré les contraintes liées au handicap, la fatigue, le dépassement, les difficultés d'expression, j'ai mis une balançoire. Le besoin de communiquer sera toujours plus fort. Ingrédient suivant, créer des espaces de réflexivité pour soutenir l'autodétermination des équipes. Moi, je suis émerveillé des capacités d'innovation et de créativité des professionnels quand on leur en donne l'occasion. Voilà, donc ça renforce aussi la cohésion, l'interdisciplinarité du collectif. Dans notre service, on a par exemple mis en place des espaces de co-développement et on découvre la richesse aussi du co-développement dans les échanges entre professionnels et le soutien mutuel que ça peut apporter. Et dernier ingrédient. Ce qu'il faut aussi, c'est ajuster la temporalité institutionnelle à celle de l'accompagnement. On ne peut pas demander à une personne à accompagner de courir le 100 mètres comme un valide, ce qui me paraît évident. L'approche n'est pas la même, il faut du tact dû à la sensibilité accrue suite au handicap. Et il faut tenir compte des fatigabilités des personnes. Nous faut nous laisser le temps de nous exprimer, d'expérimenter aussi. Je pense que c'est hyper important. Et surtout, de se tromper aussi, des fois. On peut partir avec une idée et puis on se rend compte que voilà. Et il ne faut pas oublier que les erreurs font partie des projets ambitieux. C'est aussi ça, l'autodétermination. Alors, en conclusion, on pourrait dire que à travers ce projet et le chemin qu'on parcourt, modestement, humblement, hein, on a bien le sentiment d'être sur un chemin qui se poursuit tout du long. On n'a pas du tout l'impression d'être arrivé, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui nous fait vibrer, c'est finalement qu'on continue à apprendre tous les jours. Ce chemin, on mesure à quel point il est important de le vivre dans ce rééquilibrage des savoirs, entre savoir professionnel et savoir expérientiel, et puis mise en valeur des talents des uns et des autres.
on est tellement souvent porté à regarder tout ce qui ne va pas, tout ce qui pose problème, et à ne pas souligner suffisamment tout ce qui se passe bien dans une journée. Enfin, nous, on met souvent en valeur les réussites des professionnels. On leur apprend d'ailleurs à découvrir leur propre réussite chaque semaine en disant « Qu'est-ce que vous avez réussi aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez à en dire ?» Et puis, tout ça, ça redonne du sens au métier de l'accompagnement et les professionnels le disent eux-mêmes. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite vidéo qui va suivre. On va voir ça tout de suite en images et en son avec une vidéo sur ce « Ça me concerne ». Moi, je m'aperçois que j'ai fait beaucoup de progrès en langage. Parce que j'avais perdu, comment je parlais plus. Donc, j'ai perdu pas mal de langage, de mots. Donc, effectivement, de venir soit à des rencontres du lundi pour partager, accompagner des choses, ça me permet d'évoluer un peu, remettre un peu des mots dans ma mémoire, pouvoir les utiliser au quotidien, voilà. Ça, franchement, ouais. Ça me fait beaucoup avancer. Et voir des autres horizons, des autres personnes, partager des activités, partager aussi des numéros de téléphone pour s'appeler, pour se donner des rendez-vous, boire un petit café quelque part. Donc on n'est jamais seul. Donc c'est ça qui est bien. Les rencontres du lundi, ça s'est pérennisé. Et aujourd'hui, on voit que ça s'est bien développé, puisque de 5-6 personnes sur la fin d'année scolaire juin 2022, on est arrivé là aujourd'hui à une quinzaine, voire 20 personnes. donc ça s'est bien pérennisé et bien développé. C'est super, parce que justement, on participe. Moi, je fais déjà plein d'activités, donc la plongée sous-marine, mais je fais aussi du modélisme naval. Je construis un bateau au club, dans un club à Saint-Leu. Mais ici, les rencontres du lundi, tous les copiles, les comités de pilotage et tout, on donne notre avis. C'est sympa parce que ça nous fait participer. Et du coup, on est... je dirais pas qu'on a l'impression de travailler, mais c'est un peu ça, quoi. Et c'est sympa. Franchement, c'est une belle aventure. Alors Stéphane, on vous voit en plateau, on vous voit à l'image, vous mangez l'écran, c'est super. Peut-être juste deux petites questions complémentaires. Il y a d'autres vidéos qui sont sur le site de la CNSA. Il faut le dire, on voit qu'il y a un vrai esprit d'équipe qui s'est créé. Vous avez fait des WhatsApp aussi pour que vous échangiez entre vous. Il y a plein d'ingrédients qu'on a donnés. S'il fallait en retenir un pour vous de la réussite de ce projet, ça serait lequel ? Alors, vu que je suis un grand bavard, j'en ai deux. Comme je disais tout à l'heure, l'essaimage, parce que le nectar, ça se partage. Voilà. Et l'écoute, parce que je pense que l'écoute est importante, parce que toute la bonne volonté du monde, que ce soit dans les EHPAD ou n'importe quoi, ça remplacera jamais l'écoute. Et si vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous voudriez conserver un peu l'acquis de cette expérience, le garder ça, le partager autrement? Comment vous pourriez faire? Ça fait plusieurs années que j'en parle à M. Parmentier. Je me vois dans l'avenir comme un membre honorable du SAMSA. Un membre honorable du SAMSA. Ça serait chouette. Pour continuer à y apporter mon expérience et mon expertise. Merci beaucoup. Merci à vous Stéphane, merci à vous François pour ce bel exemple. Ce bel exemple, on va en voir un autre avec vous deux, Carole et Anne. On va dans la Haute-Loire à l'établissement du Velay. Carole Loubet et Anne Bernasso, toutes deux éducatrices spécialisées en charge du projet Projectons-nous, conduit entre 2001 et 2023. Alors, cet établissement, c'est un CESAD revendiqué à l'esprit familial. C'est 34 jeunes de 6 à 20 ans qui y sont accompagnés. Et la réponse à l'appel à projet de la CNSA, vous l'avez fait dans le cadre de la réécriture de votre projet d'établissement. En quoi est-ce que ça a appelé, cette réécriture, à repenser la notion de participation à l'échelle de votre structure ?
Donc à l'échelle de notre structure, bonjour d'ailleurs à tous d'ailleurs. Donc à l'échelle de notre structure, nous avions l'obligation de repenser et de réécrire notre projet de service en associant les familles, les jeunes et l'équipe. Donc on s'est demandé comment faire. On avait déjà tenté de solliciter les familles sur des thèmes, sur des temps de réunion, mais la participation n'était pas très importante. Donc la CNSA, grâce à la CNSA, donc nous avons pu nous associer à un cabinet de design social, la Grande Bobine. Je vais vous laisser nous présenter justement la manière dont vous avez conduit cette belle aventure et puis on en parle un peu après. Très bien. Voilà, hop. Pardon. Donc cette démarche s'est construite sur 4 étapes. Donc la première, c'est l'étape de l'immersion, où l'idée, l'objectif, c'était que la Grande Bobine puisse venir à la rencontre des familles, des jeunes, de l'équipe, qu'elle recueille aussi des idées, les remarques de chacun et qu'elle puisse comprendre aussi surtout comment travailler, nos valeurs et nos engagements auprès des familles et des jeunes. Donc elles ont utilisé des outils créatifs, toujours, avec des démarches simplifiées aussi pour les jeunes et les familles. Et petit à petit, donc ça s'est fait sur des temps individuels, ça a pu se faire sur des temps collectifs, elles ont pu nous accompagner sur une journée de travail. Donc là, tout de suite, il y a un lien qui s'est créé avec l'équipe de la Grande Bobine et les différents protagonistes. Ensuite, il y a eu la deuxième phase. Alors la deuxième phase, on l'appelle la phase de co-conception. Un travail beaucoup plus collaboratif en fait avec les familles et les adolescents qu'on accueille, dont on a l'habitude de porter la parole des adolescents, mais le travail de co-construction avec les familles, c'était quand même assez novateur au travers d'un atelier où finalement c'était un recueil de demandes, de questionnements, comment on pouvait faire évoluer le travail. Et donc c'est ce travail-là, et c'est devenu finalement un support et un nouvel axe de travail dans notre pratique. Voilà. Ensuite, la troisième phase, elle s'appelle expérimentation, comme on a pu le voir antérieurement. Ouais, donc c'est celle-ci. Donc l'idée, c'était que tous les recueils que la Grande Bobine ont pu avoir des différents des familles, donc des jeunes et de l'équipe, elles nous ont proposé différents thèmes de travail, des champs de travail. Et donc il y en a 7 projets qui ont été retenus et 6 qui ont été réalisés. Donc il y a eu un premier projet, c'était la création d'un plateau de jeu. Donc pour expliquer le parcours du jeune sur le CESAD. Ensuite, il y a eu la création d'une vidéo de présentation du CESAD, donc la création aussi d'outils pour faciliter la discussion lors de rendez-vous, la construction du projet personnalisé grâce à aussi un outil, un temps créatif. Il y a eu la repenser aussi, réécrire le dossier d'accueil du CESAD et l'aménagement d'un espace pour les jeunes. L'association avait acquis un appartement et donc là, elles nous ont, grâce à leur créativité, leurs idées, elles ont pu permettre aux jeunes d'exprimer leur envie, leurs idées, de ce qu'ils souhaitaient réellement sur ce lieu-là. Voilà, et donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur chaque projet, l'idée c'était qu'il y ait un jeune, un parent et des professionnels qui puissent s'inscrire. Donc on a eu beaucoup de sollicitations, enfin les jeunes souhaitaient tous faire la vidéo parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir utiliser la caméra, de pouvoir effectivement écrire des scénarios, en tout cas voilà. Sur les autres projets, ça a été un peu plus compliqué pour que les jeunes participent, mais en tout cas on a eu des parents aussi qui ont souhaité... qui sont venus à nos différents temps de travail. Ensuite, il y a la dernière phase. Alors, la dernière phase, c'est les livrables. Voilà les temps de travail avec la Grande Bobine et les parents, et les livrables. Et voilà, les livrables. Alors là, ça a été finalement la dernière ligne droite de tout ce travail avec le cabinet de design social, la Grande Bobine. Et tout ce travail un peu de remue-ménage, parce que ça nous a un peu cassé la tête. Ça nous a demandé de lever un peu la tête de nos feuilles, comme d'habitude, et
Et là est arrivé en fait de nouveaux outils. Alors par exemple, ben là, on en a amené quelques-uns. Celui-ci, on l'a appelé carte métier. Ou par exemple, près de vous pour qu'on voilà, voit les cartes métiers avec mes collègues, psychomotriciens, orthophonistes, voilà. Ou lorsque le jeune arrive sur le service, on lui présente les différents professionnels qui vont travailler auprès de lui et expliquer un peu la mission et la fonction de chacun. Ce qui n'est pas rien, ça désacralise un petit peu le travail aussi auprès du jeune. On avait créé aussi une sorte de jeu, un plateau, un outil de médiation qui s'appelle le Dixit. Alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu, c'est un jeu de société. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes s'en servent comme une sorte de photo-langage quand ils arrivent. Quels seront tes projets à l'école, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc pour nous aussi, en tant qu'éducateurs spécialisés, c'est un outil de travail. Voilà. On a revu aussi au travers de la boîte à questions, c'est un film, parce que c'était souvent des questions qui revenaient des familles. Comment vous allez prendre en charge nos enfants, etc. C'était souvent les mêmes questions qui revenaient. Alors finalement, on s'est dit, on va faire un film. Et voilà, donc aussi on a fait une vidéo de présentation de notre travail et un plateau de jeu qui est intéressant. On ne l'a pas amené ici, mais qui est un plateau de jeu ludique qui permet à l'enfant de se projeter tout au long de son parcours, comment une sorte de dessin qu'il projette dans son parcours d'accompagnement. Il y a une slide encore derrière où on voit un verbatim, je crois, un peu des personnes, non non, non. Non. Alors, il y a eu plusieurs propositions. Il y avait eu un film qui avait été réalisé par les jeunes. Donc la Grande-Bobine avait travaillé avec un groupe de jeunes et en leur demandant comment ils voyaient leur accueil au CESAD. Donc c'était intéressant, ils ont utilisé des Playmobil et des petites marionnettes à doigts et ils ont pu faire un scénario, l'écrire et ensuite le réaliser. Donc c'est vrai que cette vidéo, on avait pensé la montrer aujourd'hui. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue, donc au niveau temps, on a senti que c'était... Je voudrais revenir un peu tout de même sur l'amont de cette démarche-là, parce que c'est assez incroyable ce que vous avez conduit avec la Grande-Bobine. Il y a eu véritablement une énergie de créativité pour recueillir la parole qui est incroyable. Vous avez fait des soirées bowling, vous avez fait avec les parents, vous avez fait des soirées pizza avec les anciens, vous avez fait des ateliers photos, vous avez fait des ateliers théâtre. Et la Grande-Bobine disait, pour recueillir la parole, en fait, ils sont restés chez vous, ils ont dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer, parce que ce que vous faites la plupart du temps, c'est jouer. Et donc, ça a marché, et ça a notamment permis, vous l'avez dit un peu, mais je voudrais que vous nous en parliez un petit peu plus, d'aller au-devant du public que vous connaissiez le moins, c'est les familles et les fratries. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement comme échange et comme connaissance que vous aviez peu, cet échange-là? Au niveau des fratries, c'est vrai que suite à ce projet, il y a un temps fort en fait du projet Projetons-nous. Ça a été une rencontre donc au bowling, où il y a eu un temps où les parents pouvaient échanger entre eux et avec la Grande-Bobine aussi, avec Marion et Sophie. C'est les deux personnes, la Grande-Bobine, qui nous ont accompagnés tout le long du projet. Et il y avait aussi, on avait invité les fratries à venir jouer avec nous au bowling. Et là, voilà, ça nous a permis de nous interroger sur comment travailler avec les fratries. Donc ça, c'est une idée aussi qui va mûrir. Hein. Donc on va voir comment on peut aussi faire participer et puis comment nous, on peut les connaître aussi. Parce que et les parents aussi. Les parents aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est un tout en fait. C'est maintenant, on n'a plus qu'à créer des nouvelles choses pour aller à la rencontre des fratries et des parents. Et je rajouterai quelque chose qui est quand même très intéressant aussi, et on souhaite ne pas trop s'écarter dans l'avenir, c'est on travaille autour de la globalité de l'enfant. La globalité de l'enfant, c'est aussi ses frères, ses sœurs, et faire l'économie de ce travail-là. Alors bien sûr que ça nous demande aussi de l'investissement, etc. Parce que quand on inviter les petits frères, bon, il faut gérer, hein, mais là on est dans du global, et là on est dans quelque chose où on peut ajuster au fil de l'eau, en fait, dans nos pratiques
le travail. Dans les livrables, il y a beaucoup de choses. Ces petites cartes de présentation, le livret d'accueil que vous repensez, les vidéos. On n'a pas parlé, mais vous avez acquis un appartement du coup supplémentaire et vous avez travaillé avec eux sur comment l'aménager. Oui. Vous avez même mobilisé une mère de famille qui est décoratrice d'intérieur. Donc en fait, c'est vraiment un enchaînement vertueux de compétences et d'alliances qui se fait. Mais j'ai envie de vous dire, parce que je réagis à ce que disait François tout à l'heure, il disait à la base, on s'est dit, on va réécrire on va essayer de co-construire sur les RH, sur le budget, sur tout ça. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas là. Est-ce que vous avez eu, comme l'idée c'était aussi de travailler sur l'écriture de votre projet d'établissement, est-ce que vous avez eu aussi à un moment cette ambition? Est-ce que, comme François, vous êtes rendu compte que les attentes et les terrains d'action n'étaient pas là? Exactement. J'allais reprendre tout à l'heure ce que vous disiez au préalable. Effectivement, la réécriture d'un projet, si c'est pour qu'il fasse 80 pages et qu'on le laisse dans un tiroir, on s'est dit non, c'est pas comme ça qu'on a envie. Alors, c'est assez nouveau, hein, c'est-à-dire que le travail collaboratif avec les familles, avec les enfants, ça nous a demandé de l'énergie. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il correspond véritablement aux besoins de l'usager. C'est le cœur de notre travail. C'est pour cela qu'on est là, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'avec tout ce travail, on se rend compte que c'est riche de cohésion aussi. Bien sûr. Vraiment, c'est pas chacun travaille de son côté, c'est vraiment une construction de tout le monde, aussi bien des professionnels que des personnes à accompagner et des fois leurs aidants aussi. Tout à fait. On n'en est pas encore trop là, mais c'est vrai que c'est progressif aussi. Et tout à l'heure, vous parliez de la notion de recette. Et revoir un projet d'établissement sous cet angle, ça lui donne une autre saveur. C'est sûr. Angélique Ralette, peut-être quelques mots de commentaires sur ces projets, sur ce qui vous marque le plus? Oui, j'ai noté plusieurs choses, mais le temps imparti étant réduit, je vais essayer d'aller à l'essentiel. En fait, ce que ça montre, ces projets qui sont des projets évidemment de participation extrêmement réussis, on voit puisque les lundis accueillent de plus en plus de monde, donc ça veut dire que ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de participation à vos soirées, donc et pour capter les jeunes, on sait que c'est compliqué, donc c'est que la proposition était très intéressante. En fait, ce qu'on voit, c'est que les directions de ces structures ont vu la participation sous un prisme complètement différent, en fait. J'ai envie de dire qu'elles se sont un peu mise en retrait et par rapport aux attentes des personnes accompagnées. C'est ça qui est intéressant. Et ce que je note aussi, c'est que vraiment, ce sont des démarches qui ont été faites au plus près du terrain. Vraiment. Et qui ont été extrêmement personnalisées en fonction des réalités de ces structures. Et donc ça, c'est vraiment la recette qui fonctionne. C'est quand on est au plus près, évidemment, de ces réalités. Alors j'ai failli utiliser le mot subsidiarité, mais comme il faut faire simple, et vous avez raison. Proximité, on peut employer comme ingrédient exactement. Proximité, ça a vraiment du sens. Et ce qui est, je pense, même assez émouvant d'entendre, c'est à quel point ces démarches de participation réussies ont aussi rayonné sur les professionnels. Ça a vraiment modifié les pratiques et ça a modifié, surtout enrichi les pratiques des professionnels. Merci beaucoup. Ça crée de la cohésion. Oui. Et l'envie aussi de créer, de continuer à créer. De la saveur, comme vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup. La reconnaissance aussi. Et la reconnaissance. Merci en tous les cas, vous quatre. Merci. On reste ensemble pour suivre un nouveau projet sur cette partie. Merci à vous. Alors cette démarche de co-construction, nous allons aller à sa rencontre dans un cadre qui est probablement un cadre moins connu mais essentiel, celui de l'emploi accompagné. Alors ce dispositif se déploie à travers la France. C'est un accompagnement sur mesure pour les personnes en situation de handicap en recherche d'emploi
ou en poste et qui veulent évoluer dans leur emploi. Plus de 600 conseillers spécialisés sont déployés dans des plateformes départementales pour accompagner des personnes à la recherche d'emploi ou déjà en poste. En juin 2023, 8000 personnes étaient bénéficiaires de ce dispositif qui, il faut le dire, est un dispositif qui marche, qui fonctionne et qui suscite véritablement une adhésion à l'échelle du pays. C'est notamment le cas dans le Grand Est et avec votre structure, François Gillet, qui travaille entre autres sur le champ de l'emploi accompagné en Alsace à travers une plateforme dédiée. C'est à ce titre que vous avez coordonné un étonnant projet conduit entre janvier 22 et décembre 23, fédérant 9 acteurs de la plateforme d'emploi accompagné dans la région. On va les voir s'afficher à l'écran, d'ailleurs, ces 9 acteurs. C'est un projet qui répondait à un appel à projet de la CNSA et l'idée était de valoriser la codécision, la co-construction dans l'accompagnement que vous apportez et aussi de travailler sur une évolution de la gouvernance aussi de vos structures dans ce cadre-là. Vous l'avez conduit en lien étroit avec l'ANSA. On a parlé de l'ANSA ce matin et est représenté ici par Simon Rousset, chef de projet au sein de l'agence. C'est l'agence nouvelle des solidarités actives. Elle développe des démarches, elle développe des outils pour favoriser l'innovation sociale, l'empowerment dans les différents champs des politiques sociales. Donc on en a parlé ce matin et vous êtes présent dans pas mal des projets de la journée, l'air de rien. François Gillet, en quoi la participation est-elle un enjeu essentiel et délicat dans ce champ mal connu qui est celui de l'emploi accompagné? Bonjour. L'emploi accompagné propose en effet un accompagnement sur mesure et intensif et sans durée de limite. Il est basé sur la motivation, sur les préférences des personnes. Et dans ce cadre, la notion d'autodétermination au projet, il est fondamental. Pour autant, si la participation de chaque personne à la construction de son projet individuel, son projet d'insertion professionnelle fait partie des fondamentaux de l'emploi accompagné, la participation à des actions collectives et à la gouvernance est très peu développée. Nous constatons pratiquement une absence d'action de participation impliquant les personnes accompagnées dans l'amélioration continue de l'accompagnement. Or, l'emploi accompagné est un terrain d'expérimentation pertinent, il l'a prouvé, et d'autant plus intéressant qu'il évolue et qu'il est amené encore à se développer en France. Aussi, nous avons créé un consortium dont on voit l'ensemble des structures impliquées, avec une ambition qu'on a partagée, développer et améliorer la participation, l'autodétermination, la confiance, l'expression des personnes dans un cadre de proximité. Donc faire en sorte à la fois de monter en compétence ce dispositif d'emploi accompagné et d'y mettre d'une dimension collective aussi, on va le voir, qui est un des aspects clés que vous avez porté. Je vous laisse nous présenter un peu ce projet ensemble. Donc, c'est comme ça, excusez-moi, les objectifs visés par le projet. On les voit, c'était la mise en place de dispositifs avec des groupes locaux et un groupe régional, les groupes locaux étant dans chaque département, et avec des attendus qui étaient relativement clairs pour les personnes. D'abord, renforcement des liens sociaux, pair et danse, développement du pouvoir d'agir. Pour l'emploi accompagné, renforcement de la participation des personnes à la gouvernance et participation effective des personnes au niveau local et au niveau global. Alors pour monter ce projet, on s'est appuyé sur une méthodologie en 3 étapes. Une première étape de formation-action qui était à destination des professionnels. Donc on a pu comme ça former une douzaine de professionnels qui ont pu animer 11 groupes locaux. C'était une formation-action qui s'est déroulée sur une durée de 5 jours pour bien permettre aux animateurs de reprendre en charge cette nouvelle fonction. Ensuite, on a une étape d'expérimentation en tant que telle qui a duré environ 2 ans, avec à la fois, comme le disait François, des groupes locaux qui ont été montés sur chaque plateforme d'emploi accompagné sur chaque département, et puis un ensemble participatif régional. Donc c'était un groupe régional, et donc les personnes ont choisi de le nommer Ensemble participatif régional de l'emploi accompagné. Et puis en parallèle de cette expérimentation, il y a eu bien sûr une évaluation qui a permis de démontrer la plus-value de la mise en œuvre d'actions de participation au niveau de l'emploi accompagné. Enfin, une étape 3, c'est celle qui nous occupe aujourd'hui, et on remercie la CNSA de nous accueillir pour présenter ce projet, c'est l'étape de la pérennisation, de l'essaimage qui est hyper importante quand on parle d'innovation sociale, et donc on est ravis de pouvoir vous présenter donc, les conclusions de cette expé aujourd'hui. Alors, pour illustrer un petit peu les groupes locaux, on voit des diapositives qui sont présentées avec des photos. Donc, les premières diapos évoquent le groupe de Santé Mentale Alsace, groupe local, où on voit que
en dehors des temps de travail, il y a aussi du temps collectif, du temps convivial. On voit ici, par exemple, l'organisation d'une raclette au sein du groupe. C'est hyper important puisque si on veut qu'une action de participation réussisse, il faut qu'il y ait de la convivialité. Et je dirais sans ce ciment-là, ça ne prend pas. Et on a un deuxième exemple qui est intéressant, donc c'est au sein de Marguerite Sinclair, avec l'utilisation de la médiation animale, qui était très utile, notamment pour mettre en confiance des personnes en situation d'autisme, et que ça a très bien fonctionné. C'est aussi un des enseignements de l'expérimentation. Si on regarde la diapo suivante, on a des productions des groupes locaux, puisque chaque groupe avait pour ambition aussi de produire des choses pour améliorer l'emploi accompagné. Donc on voit par exemple une BD qui a été créée par l'un des groupes, donc c'est créé par les personnes directement, pour pouvoir communiquer autour de l'emploi accompagné sur une planche de BD très simple. Deuxième outil, c'est outil utile pour les personnes, donc les personnes en situation d'autisme notamment, avec un recueil d'expressions imagées pour expliquer, par exemple, ce que ça veut dire être une poule mouillée ou ce que ça veut dire passer l'éponge. Des expressions qui nous paraissent familières, mais qui ne le sont pas toujours pour tout le monde. Et puis enfin, on a un troisième exemple, c'est la roue de l'humeur. Donc c'est un outil qui peut être utilisé à la fois lors des temps collectifs, mais également lors des temps individuels, qui permet à chaque personne de situer son état d'esprit, on va dire, au démarrage d'une réunion. Et potentiellement, on réutilise cette roue de l'humeur à l'issue de la réunion ou à l'issue de l'entretien pour voir si ça a permis de faire évoluer l'humeur de la personne. Il y a des tas d'autres exemples, on ne pouvait pas tout montrer, il y a eu des films, il y a eu un jeu de plateau, enfin il y a eu des tas de choses qui ont été créées au niveau local, et c'était vraiment très riche, c'était foisonnant en termes de... Oui, puis les groupes créaient leur propre outillage un peu, ce n'est pas le même outillage pour tous. Non, on a laissé vraiment la liberté à chaque groupe de pouvoir créer ce qu'ils avaient envie, prendre en main et de tester en fait des nouvelles choses, et c'est ça qui était intéressant, c'est de pouvoir mesurer ou capitaliser sur tout ce qui avait été produit localement. Dernier exemple, c'était le résultat d'un atelier qu'on a organisé cette fois-ci au niveau du groupe régional. Et on a interrogé les personnes pour savoir finalement quel était le déroulement du groupe local idéal. Et c'était assez intéressant parce qu'il y avait un besoin systématiquement de procéder par une météo du jour qui pouvait par exemple être réalisée à travers la roue de l'humeur, le temps de faire un petit icebreaker pour se mettre en jambes, ou peut-être mieux fédérer le groupe. Ensuite, il y avait un temps sur la vie du groupe. Puis de la paire aidance. Et seulement dans un deuxième temps, on passait véritablement à ce qu'on peut appeler parfois la participation, c'est-à-dire l'amélioration continue des dispositifs qui nous concernent. Et donc c'était un temps qui était associé aussi à un temps qui était utile au personnel même. Et c'est un des grands enseignements de cette expérimentation, c'est que la participation doit être utile pour faire évoluer les politiques publiques, pour faire évoluer des structures ou des services, mais elle doit être aussi utile pour les personnes directement. Et c'est pour nous un point hyper crucial. Les principales de réussite de cette expérimentation tiennent sur tout simplement la création d'un cadre favorable à la participation dans le Grand Est, plus particulièrement dans l'emploi accompagné, mais on espère qu'il pourrait se diffuser sur d'autres types de structures. La question de développement de la paire aidance, de la participation des personnes à la gouvernance, et puis toutes ces propositions, toutes ces productions qui ont émergé de la part des groupes locaux ou du groupe régional, ce qui va permettre aujourd'hui de le pérenniser. Je vais passer assez vite sur les principaux résultats mesurés, mais juste expliquer quand même qu'il y a des résultats pour les personnes accompagnées, avec la création de liens. Il y a des personnes qui se sentent isolées, et le fait de participer à un groupe permet de recréer du lien social, de se sentir mieux, tout simplement, ce qui va avec le développement de la confiance en soi, qui est quelque chose qu'on retrouve systématiquement quand on parle d'intervention collective. Et puis, le développement de nouvelles compétences, typiquement, pouvoir prendre la parole au sein d'un groupe. Pour les professionnels, ça a aussi apporté quelque chose, donc l'amélioration des compétences, notamment la capacité à animer des temps collectifs, l'évolution des pratiques professionnelles sur du collectif, mais aussi sur de l'individuel, par exemple la réutilisation de la roue de l'humeur sur des temps individuels. Ça vaut pour tout le monde. Voilà, et je pense qu'on peut tous se l'appliquer également. Et puis la création d'un véritable collectif entre les professionnels au niveau régional qui dépasse même la question de la participation, puisque les professionnels qui ont été formés, qui ont collaboré pendant 2 ans, ont appris à échanger sur plein d'autres sujets concernant l'emploi accompagné. Je conclurai sur la dernière diapo sur les bénéfices pour l'emploi accompagné, tout simplement pour dire que voilà, aujourd'hui, les temps collectifs sont ancrés dans le Grand Est en termes d'emploi accompagné. Il y a eu une amélioration des dispositifs sur les aspects de communication, sur les outils d'accompagnement, et puis plus globalement, et on va peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, sur la participation des personnes à la gouvernance. Donc aujourd'hui, on est sur la dernière étape du projet. Donc il y a des
productions qui seront bientôt disponibles. Des productions assez pratico-pratiques, donc un rapport d'évaluation bien sûr, mais également un outil, un guide pratique de mise en place d'actions de participation donc au niveau local, au niveau d'une structure, pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir s'inspirer de ce guide pour développer des pratiques qui s'inspirent de ce qui a pu être fait lors de l'expérimentation. Et puis un guide de l'essaimage, notre volonté était vraiment de le diffuser, donc on s'appuie sur ce guide en espérant qu'il puisse être utilisé au maximum pour développer la participation dans toute la France. Et il y a aussi... Merci Régis. La dernière information importante, c'est qu'on trouvait que c'était court 10 minutes pour pouvoir vraiment en parler aujourd'hui. Donc on va faire un webinaire d'1h30 et surtout qui permettra donc à des personnes qui ont participé à l'expérimentation, mais également à des professionnels et à des institutions de venir dire pourquoi c'était important de faire cette action, ce qu'elle leur a apporté. Et donc si vous voulez assister à ce webinaire, vous pouvez vous inscrire sur notre site. 26 novembre. Voilà. 26 novembre, le webinaire, vous allez sur le site, quel site? ONSA Solidarité-active.com. Ok, c'est celui qui est inscrit, on le remettra, je pense, sur le chat. On va regarder une vidéo sur cette belle expérience et on en dit quelques mots après. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer? L'échange. Moi, je suis vachement en contact, alors le contact humain, ça ne me dérange pas du tout. S'investir et avoir des idées pour pouvoir faire évoluer ce dispositif. C'est l'échange d'informations, l'échange de contenu, savoir qu'il y a des gens qui sont peut-être passés par les mêmes problématiques et dire qu'ils y sont arrivés, ça permet de regagner en confiance et pouvoir repartir d'un meilleur pied. Moi, ça allait dans mes valeurs professionnelles pour que la personne elle soit acteur et autonome dans tous ses projets. Pouvoir un petit peu partager mon expérience en tant que bénéficiaire et aussi de voir un petit peu comment ça se passe en dehors du cadre vraiment formel entre moi et la conseillère. Je suis allé dans le groupe de participation pour créer des liens avec les autres, pour voir aussi des nouvelles personnes. Les échanges d'informations, pour moi, c'est toujours important. Comme j'aime bien dire, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Déjà, on a eu une formation sur un peu l'animation de groupe et ça déjà ça a été une véritable découverte. Parfois on a des idées en tant que professionnels qui ne sont pas les besoins des usagers. On leur propose aujourd'hui de choisir eux-mêmes les ateliers qu'ils veulent mettre en place. Ça reste de l'autisme, donc du coup il y a vraiment une prise d'initiative qui est minime. Petit à petit ça vient, on fait des ateliers où les personnes sont obligées de venir, mais derrière on apporte une réponse à des problématiques qu'ils se sont posées. C'est super intéressant ces journées de rencontres régionales. Je pense que tout le monde y trouve son compte, que ce soit les usagers comme les professionnels. Je serais triste si ça s'arrêtait en fait. On voit bien l'image et on voit d'ailleurs quand vous en parliez la dynamique, l'élan qui s'est créé. Et je pense que c'est important de lire que sur l'emploi accompagné, c'est pas évident de mobiliser les gens parce que c'est voilà, ils ont leur projet d'emploi, ils ont un conseiller qui est leur conseiller individuel, se regrouper, se retrouver, partager. C'est pas forcément intuitif de ce qu'est le projet en lui-même et construire une culture commune, construire cette dynamique d'être ensemble et de faire ensemble, c'est quelque chose qu'il a fallu véritablement mettre en place, fonder. Et je pense que c'est très important dans le projet. Qu'est-ce qui a été le plus essentiel et le plus difficile aussi à installer dans cette culture commune? Vous posez les bonnes questions. Je pense que la principale difficulté, c'est de mobiliser. Donc ça veut dire de mobiliser les structures pour qu'elles aient envie de développer de la participation. Mobiliser les professionnels pour qu'ils aient envie d'animer ou qu'ils souhaitent eux-mêmes mobiliser des personnes qui vont venir participer ensuite à des actions. Et puis évidemment, convaincre les personnes de l'utilité de ces actions. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur des outils de communication traditionnels, mais ce qui fonctionne le mieux quand même, c'est d'aller expliquer aux personnes ce que ça va leur apporter que de participer en tenant compte de la situation de la personne, en disant voilà, ça va te permettre de pouvoir rencontrer d'autres personnes, ça va te permettre de pouvoir apprendre de nouvelles choses, ça va te permettre de donner ton avis et ça va te permettre aussi de passer un bon moment. Et on insistait beaucoup là-dessus pour dire voilà, ça commence par de la convivialité et après on peut construire quelque chose de peu plus abouti. Donc la principale difficulté, c'est de convaincre, mais c'est possible. Et en tout cas, on a réussi à le faire sur cette expérimentation. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter pour que ça ne parte pas un petit peu pour que cette dynamique ne s'étiole pas?
Alors, premièrement, il faut apporter de l'utilité aux personnes directement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on doit tous en tirer un bénéfice. Tous les participants doivent sortir de la réunion avec quelque chose en plus. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et l'écueil à éviter, le principal, pour moi, c'est ce qu'on appelle parfois la participation alibi. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué cette notion, mais on ne fait pas de la participation pour de la participation. On fait de la participation parce que ça doit servir à quelque chose. Donc, ça peut servir à faire évoluer un dispositif ou une politique publique. Et puis, ça doit aussi servir aux personnes. François Gillet, un petit mot aussi dans cette même veine, parce qu'il y a les personnes accompagnées et puis il y a les professionnels. Les professionnels de l'emploi accompagné, ils sont un peu habitués à accompagner individuellement les personnes dans leur parcours de recherche d'emploi ou dans leur parcours d'emploi. Là, on est dans une dynamique collective. Est-ce que c'est aussi pour eux un apprentissage de connaissances, une évolution des pratiques? Alors, indéniablement oui. Je voulais rebondir sur la question précédente et sur la question de l'écueil en disant qu'un des principaux écueils, c'est de ne pas prendre le temps et de ne pas se donner le temps d'avancer et d'avancer au rythme des personnes et non au rythme des institutions ou des professionnels. C'est toute la difficulté qu'on peut ressentir dans nos rythmes et dans les dispositifs actuels. Et on peut voir d'ailleurs que là, c'est au bout de 24 mois véritablement d'expérimentation, et pourtant elle continue, que les gens participent vraiment, que les personnes accompagnées participent vraiment, que les professionnels se sentent le droit aussi de lâcher prise sur un certain nombre de notions. Et pour répondre directement à votre question, en effet, les professionnels ont rapidement adhéré en fait à cette dynamique parce qu'ils se sont nourris et de la participation des personnes accompagnées et de leur retour, de leur feedback, mais aussi se sont nourris, et on voit la richesse du dispositif qui a été monté sur l'ensemble du Grand Est, des expérimentations qui ont été menées un peu partout. On est bien sur un dispositif qui est encore en train de se modéliser, qui est en train de s'installer, et pour lequel eh bien, on a pu partager des outils, on a pu partager des savoir-faire, on a pu partager des développements qui ont été faits à droite et à gauche par l'ensemble des personnes qui vont s'enrichir les uns des autres. Un petit mot de regard, de commentaire, Angélique Rallet. Alors, c'est un domaine qui concerne moins directement la HAS, néanmoins on est toujours dans les mêmes dynamiques. Oui, tout à fait. En fait, ce que je retiens, je rebondis sur ce côté enrichissement que vous venez d'évoquer. On voit bien que la participation, ce n'est pas quelque chose qui est en plus de l'accompagnement. La participation, en fait, on doit vraiment le voir comme un levier d'accompagnement. Ça en fait partie vraiment intrinsèquement, puisque la petite vidéo l'a bien montré. Le fait de participer à ces groupes locaux, ça apporte beaucoup de choses à ces personnes en termes de confiance en soi. Or, c'est quand même essentiel quand on recherche un emploi ou quand on est dans une démarche professionnelle. Confiance en soi, liens sociaux, donc développement de l'insertion sociale, amélioration de la santé mentale aussi. Quand ils disent voilà, ça me fait du bien de rencontrer d'autres personnes, de voir que certains ont réussi, ça m'encourage. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est vraiment un levier pour accompagner les personnes. Si je peux me permettre, ça va même encore au-delà de cela, si je peux me permettre, en tout cas, les professionnels demandent à ce qu'on développe la participation des personnes. Elles le sollicitent parce qu'on peut le voir dans l'ensemble des dispositifs, que cette participation, en effet, elle fait évoluer nos dispositifs, elle fait évoluer nos savoir-faire et elles nous enrichissent. Je rebondis sur ce terme, mais en tout cas, les professionnels sont en demande. Et c'est vrai que lorsqu'on a rencontré l'ANSA et qu'on a développé la question de départ, en quoi cette participation va-t-elle améliorer nos pratiques, va-t-elle améliorer nos gouvernances, les professionnels de l'ensemble des dispositifs ont tout de suite accroché et fort heureusement les gouvernances également. Et donc on tient à les en remercier parce que c'est grâce à cette dynamique-là qu'on arrive aujourd'hui à ce résultat qu'on veut continuer à nourrir avec Simon, avec Marina Droby qui est dans le cadre de l'évaluation a permis aussi un regard extérieur à l'ensemble du process. Oui, parce que vous voulez aussi aller dans la gouvernance, que ça aide aussi à faire évoluer l'offre. Il y a encore d'autres étages, comme dans beaucoup des projets qu'on a vus, qui sont portés. En tous les cas, merci beaucoup pour cet aperçu. Rendez-vous le 26 novembre, si ça vous intéresse et si vous voulez suivre, en savoir encore plus. Et puis aussi, vous pouvez envoyer des questions pour Simon, pour François, qui pourront y répondre dans quelques instants après avoir quitté ce plateau. Je vous remercie vous deux. Je vous remercie Angélique Rallet pour être resté avec nous. On va tout de suite prendre un temps de pause vidéo pour aller faire un entretien avec notre grand témoin. Merci.